Chapitre 1, la mascarade. Ted Graham descendit du bus avec l'aisance éprouvée de quelqu'un qui prend les transports en commun depuis des mois. Ses chaussures de cuir usé heurtèrent le trottoir avec un bruit sourd, et il ajusta le col de sa simple chemise boutonnée. Aux yeux de tout observateur, il ressemblait à un homme d'âge moyen comme les autres, luttant pour joindre les deux bouts après un divorce difficile. La vérité était bien plus complexe. Ted avait construit toute sa vie post-divorce autour de cette façade soigneusement construite. Chaque matin, il quittait son modeste appartement du quartier populaire de Riverside Heights, prenait le bus pour le centre-ville et passait ses journées à la bibliothèque municipale ou dans les cafés, conservant l'apparence d'un homme en quête d'emploi. Ce que personne ne savait, ni son ex-femme Lucille, ni son nouveau mari, Raymond Newman, ni même ses propres enfants, c'est que Ted Graham valait plus de 50 millions de dollars. Cette transformation avait pris 2 ans à parfaire après la découverte de la liaison de Lucille avec Raymond, un promoteur immobilier prospère. Ted avait discrètement liquidé son entreprise de conseil en technologie par le biais de plusieurs sociétés écrans. Ses associés ignoraient qu'il était le propriétaire silencieux des algorithmes qui avaient fait de leur entreprise l'une des plus prisées de la Silicon Valley. Alors qu'ils pensaient le racheter pendant la procédure de divorce, Ted leur avait en réalité vendu une technologie qu'il avait déjà remplacée par quelque chose de bien plus avancé. Le divorce avait été brutal. L'avocat de Lucille, armé de détectives privés et d'experts financiers, avait décortiqué les actifs apparents de Ted avec une précision chirurgicale. Ils avaient découvert ses modestes revenus de consultant, son petit compte d'épargne et la maison lourdement hypothéquée qu'il partageait depuis 15 ans. Ce qu'ils n'avaient pas trouvé, ce sont les comptes offshore, les portefeuilles de crypto-monnaies ni les actifs de propriété intellectuelle qui constituaient sa véritable richesse. Le téléphone de Ted vibra alors qu'il marchait sur Fifth Street. Un SMS de sa fille aînée. Monica, papa, peux-tu venir dîner dimanche? Maman dit que tu as eu des difficultés et nous avons réfléchi. Il supprima le message sans le terminer. Monica avait choisi son camp pendant le divorce, croyant au récit soigneusement élaboré par sa mère sur les prétendus échecs de Ted en tant que mari et soutien de famille. L'ironie ne lui échappait pas. Tandis que Lucille se promenait en ville avec Raymond, dépensant ce qu'elle pensait être la majeure partie des biens de Ted issus de leur accord, Ted assemblait discrètement les pièces de sa vengeance. Cela avait nécessité 18 mois d'observation patiente, de planification minutieuse et de positionnement stratégique. Alors qu'il approchait du Starbucks où il les croiserait par hasard ce jour-là, Ted s'autorisa un léger sourire. Le café était bondé, comme d'habitude. Ted commanda son café habituel, un petit café noir, et trouva une table près de la fenêtre. Il sortit un vieux roman de poche et s'installa pour attendre. La patience était devenue sa plus grande vertu depuis le divorce. Chaque geste devait être calculé, chaque rencontre planifiée dans les moindres détails. À 14h15, exactement comme le leur dictait leur routine, Lucille et Raymond franchirent la porte. Elle riait d'une de ses paroles, la main posée avec possessivité sur son bras. Raymond Newman était tout ce que Ted semblait ne pas être. Grand, sûr de lui, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son succès dans l'immobilier l'avait propulsé au rang de figure importante des cercles mondains de la ville, et Lucille se réjouissait de cette gloire reflétée. Ted les regarda commander leur boisson, un latte vanille allégé pour elle, un expresso pour lui, et trouver une table de l'autre côté de la pièce. Ils étaient des créatures d'habitude, ces deux-là. Cela les rendait prévisibles, et la prévisibilité était une faiblesse que Ted avait appris à exploiter. Ted Graham. La voix de Lucille résonna dans le café avec une surprise calculée. Elle s'approcha de sa table, suivie de Raymond. Son expression était le masque parfait d'une ex-femme inquiète. J'ai failli ne pas te reconnaître. Ted leva les yeux de son livre, s'imaginant une légère gêne. Oh, salut Lucille. Raymond. Il fit un signe de tête polie à l'homme qui avait détruit son mariage. Tu prends toujours le bus, demanda Lucille, son ton juste assez moqueur pour piquer tout en conservant un déni plausible. Je t'ai vu descendre de la 12 quand on est passé devant tout à l'heure. Raymond, mal à l'aise, s'agita à côté d'elle, percevant clairement la cruauté du commentaire de sa femme. Malgré tous ses défauts, il n'était pas totalement dénué de conscience. Lucille, dit-il doucement, un avertissement dans la voix. Mais Ted était prêt pour ce moment. Il s'y préparait depuis des mois. Ouais, eh bien, tu sais comment c'est, dit-il avec un haussement d'épaule autodépréciatif. On a un budget serré ces temps-ci. Tout en parlant,
Ted porta sa tasse de café à ses lèvres, et le regard de Raymond se fixa sur son poignet. La montre était subtile. Pas d'or clinquant ni de diamants ostentatoires, mais Raymond Newman savait reconnaître le luxe. Son visage pâlit en réfléchissant à ce qu'il voyait. C'est une PC Philippe Grandmaster Chim, murmura Raymond d'une voix à peine audible. C'est une édition limitée à 2 millions de dollars. Ted baissa les yeux vers son poignet comme s'il remarquait la montre pour la première fois. Oh, cette vieille chose. Il sourit avec une indifférence éprouvée. Un héritage familial. Grand-père me l'a légué. Le visage de Lucille était passé d'une satisfaction béate à la confusion, puis à une horreur naissante en l'espace de quelques secondes. Elle connaissait l'histoire familiale de Ted mieux que quiconque. Son grand-père était un mineur de charbon mort sans un sou. Mais c'est impossible, balbutia-t-elle. Le règlement du divorce. T'es bien. Nous avions des enquêteurs. Ted se leva lentement, son livre sous le bras. Les biens peuvent être des choses très délicates, Lucille. Parfois, ils sont là où on les attend le moins. Il se tourna vers Raymond, dont le visage était passé du pâle au cendré. Content de vous revoir tous les deux. Prenez soin de vous. En sortant du café, Ted entendit les murmures pressants derrière lui. La première fissure dans leur monde parfait venait d'apparaître et Ted Graham ne faisait que commencer. Chapitre 2. La fondation. L'appartement en attique surplombant Harbor Bay n'avait rien à voir avec le modeste studio de Riverside Heights où Ted avait sa résidence publique. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, tandis que des œuvres d'art soigneusement sélectionnées guérissent rien. Ted hocha lentement. Toutes les évaluations équitables. Il y a autre chose. Steven tendit la main dans sa veste et sortit une enveloppe. Maman voulait que je te donne ça. Ted a soigneusement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule photographie. Leur famille à Noël il y a 15 ans. Monica et Steven étaient encore des enfants, leurs visages brillants d'excitation. Lucille se moquait de quelque chose que Ted avait dit. Ted lui-même avait l'air vraiment heureux, son bras autour de sa femme, ses enfants à proximité. Au dos, Lucille avait écrit une seule ligne. C'était réel aussi. Ted regarda la photo depuis longtemps, se souvenant de l'homme qu'il avait été avant la trahison l'avait durci dans quelqu'un d'autre. Cet homme avait été capable de pardon, de seconde chance, de croire à la rédemption. Que faudrait-il? Demanda Ted tranquillement. Pourquoi? Pour que notre famille trouve une voie à suivre. Pas de retour à ce que nous étions. C'est impossible, mais impatient de quelque chose de nouveau. Steven s'est assis pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. Cela prendrait du temps. Il nous faudrait pardon à tous, y compris vous. Il faudrait accepter que nous sommes toutes des personnes différentes maintenant, et à savoir si nous pouvons aimer qui nous sommes devenus. Et si nous ne le pouvons pas, au moins nous saurons que nous avons essayé. Au moins, nous saurons que nous avons choisi la guérison plutôt que la colère, la connexion sur l'isolement. Ted regarda le port où le soleil commençait à se coucher sur l'eau. Quelque part à Portland, Monica terminait sa journée de travail, pensant probablement au père qu'elle avait perdu pour son propre besoin de vengeance. Quelque part dans l'Ohio, Lucille préparait un dîner pour un homme qu'il aimait sans condition ni attente de perfection. Et ici dans son bureau, son fils lui offrait quelque chose qu'il pensait être perdu pour toujours. Une chance d'être à nouveau un père. Il y a encore une chose, a déclaré Steven. Quelque chose que j'ai besoin que vous sachiez avant de décider. Qu'est-ce que c'est? Je te pardonne, papa, pour les mensonges, pour la manipulation, pour avoir choisi la vengeance plutôt que la famille. Je comprends pourquoi vous l'avez fait et je vous pardonne. Les mots ont frappé Ted comme un coup physique. Dans toute sa planification, toutes ses stratégies pour la victoire et la justification, il n'avait jamais considéré la possibilité que le pardon puisse être offert librement sans condition ni reddition. Pourquoi? Demanda Ted, sa voix à peine audible. Parce que tu es mon père. Parce que l'amour ne se termine pas simplement parce que les gens font des choix terribles. Parce que le pardon n'est pas de savoir si quelqu'un le mérite. L'homme de cette photographie a regardé la photo, sa famille a été en train de le faire. Dites-lui que je me souviens de ce qui était réel. Souris. Et pour la première fois depuis des années, Ted a vu son fils comme il était vraiment. Pas un traître ou un ennemi, mais un jeune homme qui avait appris à pardonner l'impardonnable. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières du port ont commencé à scintiller dans l'obscurité de rassemblement.
Chacun une balise guidant les navires à la maison en toute sécurité. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Ornaient les murs. Des investissements qui avaient considérablement pris de la valeur depuis les acquisitions discrètes de Ted auprès de diverses maisons de vente. Ted se versa 2 doigts de Macallan, trentenaire, et s'installa dans son fauteuil en cuir, ouvrant son ordinateur portable pour consulter les rapports de surveillance. Son équipe de détectives privés traquait Lucille et Raymond depuis plus d'1 an, dressant des profils détaillés de leurs habitudes, de leurs faiblesses et de leurs vulnérabilités. Ce qu'ils découvrirent allait bien au-delà d'un simple adultère. Leur liaison avait débuté 3 ans avant leur divorce, lorsque Lucille avait commencé à travailler comme décoratrice d'intérieur pour les projets immobiliers de Raymond. Leur relation était fondée sur une cupidité et une ambition sociale mutuelle. Raymond voyait en Lucille une femme raffinée et cultivée, capable de l'aider à percer dans l'élite de la ville. Lucille voyait en Raymond le mari riche et prospère qu'elle estimait mériter. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Ted était au courant de leur liaison depuis le début. Son expérience en cybersécurité avait fait de la surveillance des communications de Lucille un jeu d'enfant. Il avait lu chaque SMS, chaque email, écouté chaque appel téléphonique où il se moquait de ses prétendues faiblesses et planifiait leur avenir ensemble. Ils avaient ri de son cabinet de conseil médiocre, de sa personnalité ennuyeuse, de son manque de relations sociales. Plus douloureux encore, ils avaient spéculé sur la rapidité avec laquelle ils pourraient obtenir un divorce et minimiser la part de Ted dans ce qu'ils pensaient être un patrimoine matrimonial modeste. La procédure de divorce avait été pour Ted un véritable exemple de tromperie stratégique. Il avait engagé un avocat délibérément médiocre, présenté des documents financiers qui montraient exactement ce qu'il voulait qu'il voie et jouer à la perfection le rôle du mari blessé et naïf. Lorsque Lucille Shark, avocate, avait exigé 70% de leurs biens, Ted avait accepté à contre-cœur après avoir suffisamment résisté pour que cela paraisse réaliste. Lucille était repartie avec ce qu'elle pensait être la part du lion, la maison, que Ted avait secrètement réorganisée jusqu'au bout, son cabinet de conseil, déjà en voie de dissolution, et la majeure partie de leurs économies visibles. Ted avait conservé son vieux camion, quelques effets personnels et ce qui semblait être un modeste compte de retraite. Le juge avait même condamné Ted à verser une pension alimentaire, ce qu'il avait fait avec une réticence apparente. Le comble, c'est que la véritable fortune de Ted résidait dans un réseau complexe de sociétés écrans, de comptes offshore et de propriétés intellectuelles que ses propres partenaires commerciaux ne comprenaient pas entièrement. Les algorithmes qu'il avait développés n'étaient pas seulement précieux, ils étaient révolutionnaires. De grandes entreprises technologiques concédaient discrètement ces innovations sous licence depuis des années par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires, générant des revenus que les enquêteurs de Lucille n'auraient jamais pu remonter jusqu'à lui. Le téléphone de Ted sonna, interrompant son enquête. L'identifiant de l'appelant indiquait Bob Brigg, son enquêteur le plus fidèle. Il panique. Bob fit son rapport sans préambule. Raymond a passé 3 heures au téléphone avec son conseiller financier après l'incident du café. Lucille a appelé son avocat spécialisé en divorce à 2 reprises et a essayé de joindre le détective privé auquel ils avaient fait appel pendant la procédure. Et que trouve-t-il? Rien pour l'instant, mais il cherche plus intensément. Raymond est particulièrement perturbé. Il connaît les montres et voir cet agent Philippe le fait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur votre situation financière. Ted sourit. Bien. La peur rend les gens négligents. Et les enfants? Le ton de Bob devint plus sérieux. Monica et Steven sont toujours dans le flou total. Ils croient sincèrement que vous avez des difficultés financières. La semaine dernière, Monica a essayé de vous donner de l'argent pour les courses. Souvenez-vous, ce souvenir vous a piqué. Monica, sa fille de 23 ans, l'avait abordé devant la bibliothèque avec $50 et les larmes aux yeux, le suppliant d'accepter de l'aide. Elle pensait que son père était trop fier pour admettre qu'il avait du mal à joindre les 2 bouts. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa mère la montait systématiquement contre Ted depuis 3 ans, utilisant ses apparentes difficultés financières comme preuve de ses échecs en tant qu'homme et père. Steven, son fils de 20 ans, avait été encore plus direct. Il avait accusé Ted d'être un bon à rien qui cherchait à culpabiliser la famille. Le garçon vivait désormais avec Lucille et Raymond, le considérant comme un homme, un vrai, qui assume ses responsabilités. Un changement dans leur relation avec sa mère? Ted demanda, aucun. Au contraire, il la protège davantage maintenant qu'elle est remariée. Il voit Raymond comme celui qui la sauve de vos prétendues faiblesses. Ted ferma les yeux. La trahison de ses enfants était plus profonde que la liaison de Lucille.
Lors du divorce, il avait espéré qu'il percevrait la manipulation de leur mère. Mais Lucille avait été magistrale dans sa campagne. Elle s'était présentée comme l'épouse endurcie d'un homme trop faible et incompétent pour subvenir aux besoins de sa famille, trouvant enfin le bonheur auprès de quelqu'un capable de lui offrir la vie qu'elle méritait. Et l'entreprise de Raymond? C'est là que ça devient intéressant. Bob poursuivit, Numa Développement est très endetté en ce moment. Ils sont en plein milieu de 3 grands projets qui accusent tous des retards et des dépassements de budget. Raymond a utilisé ses biens personnels comme garantie pour maintenir l'entreprise à flot, misant tout sur un complexe hôtelier de luxe en proie à de nombreux problèmes. Ted se pencha en avant. Quel genre de problème? Les problèmes environnementaux entraînent des retards et des dépassements de coûts. Les investisseurs initiaux s'inquiètent et Raymond se démène pour trouver des financements supplémentaires. Il lui reste environ 6 mois avant que tout ne s'écroule s'il ne parvient pas à obtenir 20 millions de dollars supplémentaires. C'était exactement le genre d'information que Ted attendait. Le succès apparent de Raymond reposait sur un château de cartes et Ted avait désormais une vue d'ensemble de chaque pilier. Lancement de la 2e phase. Ted a donné comme instruction, je veux contacter les investisseurs du complexe. Utilisez l'identité du groupe Morrison. Ils ne feront jamais le lien avec moi. Et Bob, assure-toi que notre ami Raymond sache que quelqu'un s'interroge sur sa stabilité financière. Après avoir raccroché, Ted s'est dirigé vers sa fenêtre et a regardé les lumières de la ville. 20 étages plus bas, les gens vivaient leur vie ordinaire, inconscients du jeu soigneusement orchestré qui se jouait dans l'ombre au-dessus d'eux. Dans 6 mois, peut-être moins, Lucille et Raymond comprendraient ce que l'on ressent quand on perd tout. Mais contrairement à l'identité fabriquée de Ted, la pauvreté, leur chute serait terriblement réelle. La 2e phase de sa vengeance allait commencer. Chapitre 3, l'APA. L'atelier de formation professionnelle du centre communautaire Riverside était le prétexte idéal pour la prochaine action de Ted. Pendant 6 mois, il y avait fait du bénévolat 2 fois par semaine, enseignant les bases de l'informatique à des chômeurs. Cela avait de multiples utilités. Cela renforçait son image d'homme luttant pour trouver un but après sa disgrâce. Cela lui fournissait une raison légitime de vivre dans la région. Et surtout, cela lui avait fait rencontrer Frank Wells. Frank était un ancien contremaître de 55 ans, licencié lors de la crise économique. Il était intelligent, désespéré et, surtout, il avait 20 ans d'expérience dans les grands projets de construction. Ted cultivait leur amitié depuis des mois, se positionnant comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Tu sais, Frank, dit Ted alors qu'il rangeait après le cours d'informatique du soir, je repense à ce que tu as dit la semaine dernière à propos de ces projets de complexes hôteliers qui lésinent sur la sécurité. Inspection. Frank leva les yeux de ses chaises empilées. Oui, la situation empire. Ces promoteurs sont tellement obsédés par les marges bénéficiaires qu'ils oublient que de vraies personnes vont vivre et travailler dans ces endroits. Vous avez mentionné Newman Développement en particulier. C'est l'entreprise du nouveau mari de mon ex-femme, Raymond Newman. Le visage de Frank s'assombrit. Ce type est un sacré numéro. J'ai travaillé sur 2 de ces projets avant d'être licencié. Infraction à la sécurité, matériaux non conformes, corruption d'inspecteurs, tout le tralala. J'essaie de dénoncer, mais qui croirait un ouvrier du bâtiment licencié plutôt qu'un type ayant les relations de Newman? Ted avait soigneusement orienté leur conversation sur ce sujet depuis des semaines. Les accusations de Frank n'étaient pas que les plaintes amères d'un employé mécontent. Les enquêteurs de Ted avaient confirmé chaque détail. Les économies de Raymond allaient bien au-delà de la gestion normale des coûts. Il mettait activement des vies en danger pour maximiser les profits. C'est terrible, dit Ted avec une sincérité apparente. Mais il y a sûrement quelqu'un à qui vous pourriez signaler cela. Frank rit. J'ai essayé, j'ai déposé plainte auprès de la ville, de l'État, j'ai même contacté quelques journalistes. Newman a trop de monde dans sa poche. Mes plaintes ont disparu dans la bureaucratie, et j'ai été mis sur liste noire de tous les grands chantiers de la région des 3 États. C'était exactement ce que Ted espérait entendre. Frank Wells n'était pas seulement un allié potentiel. C'était un homme aux griefs légitimes et au courant des activités illégales de Raymond. Plus important encore, il était impossible de remonter jusqu'à Ted. Et si quelqu'un pouvait vous fournir des preuves, demanda prudemment Ted. Des preuves tangibles, incontournables. Frank s'arrêta net et observa le visage de Ted. Quel genre de preuves? Ted sortit son téléphone et montra à Frank une série de photos.
Elle montrait des ouvriers du bâtiment sur les chantiers de Newman ignorant les protocoles de sécurité, utilisant des matériaux de qualité inférieure et travaillant sur des projets qui n'avaient manifestement pas passé les inspections appropriées. Ce que Frank ignorait, c'est que Ted avait payé une équipe de photographes professionnels pour documenter ces violations au cours des 6 derniers mois. « Comment as-tu eu ça ?» chuchota Frank. « Disons que j'ai fait des recherches sur la nouvelle vie de mon ex-femme, répondit Ted. J'ai d'abord voulu comprendre ce qu'elle lui voyait, mais ce que j'ai trouvé était troublant. Frank a étudié les images de plus près. Il s'agit du projet Ocean View. Voyez-vous cette charpente métallique en arrière-plan ? Ces poutres de soutien sont destinées à un usage commercial, et non résidentiel. Les plans de construction que j'ai vus spécifiaient des matériaux de qualité industrielle. Pourriez-vous identifier d'autres infractions si vous aviez plus de preuves ? Absolument. Mais Ted, si ces photos étaient divulguées, cela détruirait l'entreprise de Newman. On parle d'accusations criminelles, de poursuites judiciaires colossales, de personnes perdant toutes leurs économies. Ted a croisé le regard de Frank. Serait-ce si terrible ? Combien de personnes pourraient être blessées si ces infractions n'étaient pas signalées ? Frank est resté silencieux un long moment. Tu as raison. Mais même avec ces photos, j'ai besoin d'accéder aux plans de construction, aux rapports d'inspection, aux bons de commande de matériaux, sans documentation prouvant qu'il a intentionnellement utilisé des matériaux de qualité inférieure. C'est juste une infraction à la sécurité qui pourrait être. On a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur de l'entrepreneur. Et si je vous disais que je pourrais peut-être vous obtenir ces documents ? Je dirais que vous jouez un jeu dangereux. Newman n'est pas seulement riche, il a des relations, il traverse à contresens, et vous pourriez vous retrouver dans de sérieux ennuis. Ted sourit. Frank, j'ai déjà perdu tout ce qui comptait pour moi. Ma femme, mes enfants, ma sécurité financière, tout a disparu. Que lui reste-t-il à prendre ? Ce que Frank ignorait, c'est que l'accès de Ted aux documents de Raymond n'était pas théorique. Grâce à son expertise en cybersécurité et à une campagne d'ingénierie sociale soigneusement planifiée, Ted collectait depuis des mois les développements, les communications internes et les dossiers de Newman. Il avait des courriels évoquant des substitutions de matériaux, des rapports d'inspection falsifiés et des relevés financiers attestant de paiements aux autorités municipales. Mais plus que tout, Ted avait utilisé ses vastes ressources pour orchestrer une tempête parfaite autour de l'entreprise de Raymond. Les problèmes environnementaux qui minaient le projet de complexe hôtelier. Ted avait discrètement financé les groupes environnementaux qui avaient déposé les plaintes, les retards d'obtention des permis. Ted a tout gâché. Les entreprises ont déposé des demandes et des recours concurrents qui ont engorgé les procédures administratives. Les dépassements de coûts ont systématiquement poussé Ted à surenchérir sur l'entreprise de Raymond pour des sous-traitants qualifiés, les forçant à recourir à des solutions de moindre qualité. Il faut que j'y réfléchisse, a finalement dit Frank. Bien sûr, mais Frank, combien ? D'autres bâtiments comme ceux-ci doivent-ils encore être construits avant que quelqu'un ne soit gravement blessé ? Combien de familles doivent-elles perdre leur logement à cause de constructions bâclées avant que quelqu'un capable d'y mettre fin n'agisse ? Alors qu'ils sortaient ensemble du centre communautaire, Ted pouvait lire le conflit intérieur sur le visage de Frank. L'homme voulait faire ce qu'il fallait, mais des années d'ignorance et de marginalisation l'avaient rendu prudent. Le téléphone de Ted vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il faut qu'on se parle demain, 15h, Central Park, entrée sud. Venez seul, sinon Raymond avait mordu à l'hameçon. La rencontre au café l'avait suffisamment ébranlé pour qu'il enfreigne ses propres règles de distanciation avec Ted. Maintenant, il commettait des erreurs, agissant sous le coup de l'émotion plutôt que de la stratégie. Tout va bien ? Frank demanda Ted en remarquant l'expression de son visage. Juste le mari de mon ex-femme, répondit Ted avec un soupir las. Apparemment, il veut discuter. Attention, Ted. Les hommes comme Newman ne veulent pas juste parler. Ils veulent intimider pour vous rappeler votre place dans la hiérarchie. Ted hocha gravement la tête. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement quel genre d'homme est Raymond Newman. Tandis que Frank s'éloignait, Ted s'autorisa un moment de satisfaction. La phase 2 se déroulait parfaitement. Raymond avait suffisamment peur pour se dévoiler. Frank était prêt à devenir son arme involontaire contre Newman Développement. Et les enquêteurs de Ted venaient de confirmer que le financement du projet de complexe hôtelier était plus fragile que Raymond ne le pensait. La réunion de demain marquerait le début de la chute de Raymond. Mais d'abord, Ted devait effectuer un dernier préparatif.
Il devait téléphoner à un avocat d'un genre très particulier. Le genre spécialisé dans la protection des lanceurs d'alerte et les infractions à la sécurité du bâtiment. Le genre d'avocat qui aurait bientôt une affaire très lucrative à traiter. Poursuivre. Chapitre 4. La confrontation. L'entrée sud de Central Park grouillait de joggeurs et de touristes lorsque Ted arriva à 15 heures précises. Il repéra immédiatement Raymond. L'homme arpentait le kiosque d'information, son costume coûteux le distinguant des visiteurs occasionnels du parc. L'assurance habituelle de Raymond avait été remplacée par une agitation visible, et Ted pouvait voir la tension dans ses épaules à 50 mètres. Ted s'approcha lentement, conservant la posture d'un homme usé par les circonstances. La performance était devenue une seconde nature après 2 ans de pratique. Raymond. Ted hocha la tête en s'approchant. Tu voulais parler ? Raymond étudia attentivement le visage de Ted, à la recherche d'un signe de tromperie. Arrête de faire semblant, Ted. Je sais ce que tu fais. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. La montre. La voix de Raymond était basse mais intense. Un carillon Pac Philippe Grandmaster n'apparaît pas comme ça. Il n'en existe que 7, et je sais à qui appartient chacun d'eux. Ted leva un sourcil. Tu sembles t'y connaître en montre de luxe pour quelqu'un qui devrait se concentrer sur ses affaires. Ne joue pas avec moi. J'ai passé des coups de fil, fait des recherches. Cette montre a été vendue aux enchères il y a 6 mois à un acheteur anonyme par l'intermédiaire d'une holding suisse. 68 millions de dollars. 68 millions. Ted siffla doucement. C'est une sacrée plus-value pour 2 millions. Raymond s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Je sais que tu n'es pas celui que tu prétends être. La routine de l'ex-mari en difficulté pourrait tromper Lucille et les enfants, mais je sens l'argent, Ted. Je l'ai toujours senti. Ted soutint son regard avec assurance. Et que comptes-tu faire exactement de cette théorie ? Je veux savoir quel est ton jeu. Comptes-tu soutirer plus d'argent à Lucille ? Est-ce une sorte d'escroquerie élaborée pour augmenter ta pension alimentaire ? Parce que je te combattrai à chaque étape. Mon jeu, sourit Ted, mais il n'y avait aucune chaleur dans mon jeu. Mon jeu est très simple, Raymond. Je suis un homme qui a perdu tout ce qui comptait pour lui, et maintenant, je réfléchis à la suite. Personne ne dépense 68 millions pour une montre s'il est vraiment fauché. Ted resta silencieux un instant, observant un groupe d'enfants jouer sur une aire de jeu voisine. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait perdu toute faiblesse. Tu as raison sur un point, Raymond. Je ne suis pas celui que je prétends être, mais tu as tort sur mes motivations. Ted se tourna vers lui. Je ne veux plus d'argent de Lucille. Je veux voir ton monde brûler. Le masque était enfin tombé et Raymond fit un pas en arrière involontaire devant la froideur du regard de Ted. Pendant 2 ans, j'ai entendu les gens me plaindre. Mes propres enfants pensent que je suis un raté. Le fait que mon ex-femme te fasse parader est la preuve qu'elle méritait mieux que ce que je pouvais lui offrir. Tout le monde pense que je ne suis qu'un autre perdant d'âge mûr qui n'a pas réussi à maintenir sa famille unie. Ted, écoute. Non, écoute. La voix de Ted resta calme, mais l'intensité qui se cachait derrière était indéniable. Je sais. À propos des infractions à la sécurité sur vos chantiers. Je suis au courant des pots de vin que vous avez versés aux inspecteurs municipaux. Je suis au courant des matériaux de qualité inférieure que vous utilisez pour maximiser vos profits. Plus important encore, je suis au courant du château de cartes financier sur lequel vous avez bâti votre empire. Le visage de Raymond était devenu pâle. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela, n'est-ce pas ? Ted a sorti son téléphone et a montré une photo à Raymond. On y voyait Raymond lui-même serrant la main d'un inspecteur municipal tandis qu'une enveloppe changeait de main. Cette photo a été prise devant le bâtiment municipal le mois dernier. L'inspecteur s'appelle Eric Sullivan et il vous prélève des paiements mensuels depuis 3 ans pour fermer les yeux sur des infractions au code. Cela pourrait être n'importe quoi. Une poignée de main, une salutation amicale. Ted est passé à l'image suivante. On y voyait Eric Sullivan ouvrir l'enveloppe et compter les billets qu'elle contenait. 5 000 $ en espèces. La même somme que vous lui versiez chaque mois pour approuver des inspections sur des bâtiments qui n'auraient jamais dû satisfaire aux normes de sécurité. Les mains de Raymond tremblaient. Maintenant, que voulez-vous ? Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Ted dit en rangeant son téléphone. Quand tu as décidé de détruire mon mariage,
tu pensais tout prendre à un homme faible et incapable de se défendre. Tu t'es trompé. Écoute, Ted, que s'est-il passé entre Lucille et moi? Ça a commencé 3 ans avant le divorce. Je suis au courant de chaque chambre d'hôtel, de chaque appel tardif, de chaque fois où tu as ri de mes prétendues faiblesses. La voix de Ted resta posée, mais ses mots étaient tranchants comme de la glace. Je suis au courant des plans que tu as élaborés pour minimiser mon indemnisation. La façon dont tu as coaché Lucille sur la dissimulation de biens, le détective privé que tu as engagé pour déterrer des informations inexistantes sur moi. Raymond reculait maintenant, mais Ted l'a suivi pas à pas. Tu vois, Raymond, tu as commis une erreur cruciale. Tu as supposé que parce que j'avais l'air faible, je l'étais en réalité. Tu confonds positionnement stratégique et véritable vulnérabilité. Et maintenant, tu vas apprendre la différence. Je peux arranger ça, dit Raymond désespérément. Tout ce que tu veux, de l'argent, des excuses aux enfants, un aveu public. Ce que je veux, c'est la justice. Pas la justice légale, pas la justice. Le genre juste et équilibré. Le genre où ceux qui détruisent les autres subissent les conséquences réelles de leurs actes. Ted sortit une carte de visite et la tendit à Raymond. C'était pour un avocat spécialisé dans la sécurité du bâtiment, Brendan Guthrie. Monsieur Guthrie recevra un dossier très détaillé demain matin. Photos de chantier, communication interne de l'entreprise, dossier financier, conversations enregistrées avec les autorités municipales, tout ce dont il a besoin pour déposer le dossier de fraude dans le bâtiment le plus complet que cette ville ait jamais connu. Raymond fixa la carte avec horreur. Tu ne peux pas faire ça. Cela détruirait tout ce que j'ai construit. Si. Ton entreprise, ta réputation, tes actifs financiers, tout ça, tout comme tu as détruit ma famille. Les enfants te détesteront s'ils découvrent que tu as orchestré tout ça. L'expression de Ted resta inchangée. Mes enfants me détestent déjà, Raymond. Toi et Lucille y avez veillé. Au moins, comme ça, ils finiront par comprendre que leur père n'était pas l'homme faible qu'ils croyaient. Raymond froissa la carte de visite dans son poing. Je ne me laisserai pas faire sans me battre. J'ai des ressources, des relations, des gens qui me doivent quelque chose. Mes faveurs. J'y compte, répondit Ted. Je veux que tu utilises toutes les ressources à ta disposition. Demande toutes les faveurs. Dépense chaque dollar disponible, car si tu perds encore, tu perdras. Je veux que tu comprennes exactement à quel point tu as été manipulé. Alors que Ted se retournait pour s'éloigner, Raymond l'attrapa par le bras. Attends, il doit y avoir un autre moyen. Et si je quittais Lucille? Et si je disparaissais complètement de la vie de ta famille? Ted baissa les yeux sur la main de Raymond sur son bras, puis leva les yeux vers son visage. Tu arrives 3 ans trop tard pour cette conversation. Il retira son bras et commença à marcher vers la sortie du parc. Derrière lui, il entendit la voix de Raymond s'élever, désespéré. Ce n'est pas fini, Ted. Tu penses être le seul à pouvoir jouer les sales tours? Je te dénoncerai à tout le monde. Tes enfants, les tribunaux, le fisc. Je ferai en sorte que le monde entier sache que tu es un imposteur. Ted s'arrêta et se retourna une dernière fois. Vas-y, Raymond. Dis à tout le monde que cet homme faible et brisé ce dont vous vous moquez depuis 2 ans est en réalité assez riche pour vous acheter et vous revendre 10 fois. Dites-leur à quel point vous avez mal évalué la situation. Dites-leur comment vous avez été surpassé par quelqu'un que vous pensiez inférieur à vous. Alors que Ted s'éloignait, il vit Raymond chercher son téléphone à tâtons, appelant probablement ses avocats ou ses détectives privés. Peu importe. Chaque geste de Raymond à partir de ce moment ne ferait qu'accélérer sa chute. La phase 3 allait commencer et Ted Graham en avait assez de prétendre être autre chose que ce qu'il était vraiment. Un homme aux ressources illimitées, à la patience infinie et qui n'avait absolument plus rien à perdre. Chapitre 5. Le dénouement. Le cabinet d'avocats Guthrie & Associates occupait 3 étages d'une tour de verre du quartier financier. Brendan Guthrie était un ancien procureur fédéral qui s'était bâti une réputation en démantelant des promoteurs et des entreprises de construction corrompues. Lorsque le colis arriva à son bureau le lendemain matin de la confrontation de Ted avec Raymond, Guthrie comprit qu'il avait affaire à l'affaire de sa vie. Ted regardait les informations depuis son appartement en attique. Il sirotait un café tandis que les journalistes se rassemblaient devant le siège de Newman Development. L'affaire avait éclaté exactement comme prévu.
Un lanceur d'alerte anonyme révélait une fraude massive dans le secteur de la construction. Des violations de sécurité mettaient en danger des centaines d'habitants. Des fonctionnaires municipaux faisaient l'objet d'une enquête pour corruption. Son téléphone a sonné. L'afficheur affichait le numéro de Monica. « Papa, tu vois ça ?» La voix de sa fille était excitée, presque haletante. « Cet homme que maman a épousé, il fait la une des journaux. On dit qu'il a soudoyé des inspecteurs et utilisé des matériaux dangereux dans ses bâtiments. »« J'ai vu quelque chose à ce sujet, » a répondu Ted prudemment. « Ça a dû être difficile pour ta mère. Elle est dévastée. Elle n'avait aucune idée de tout ça. Raymond nous a tous menti. » Monica a marqué une pause. « Papa, je te dois des excuses. » Le cœur de Ted se serra. « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir cru le pire à ton sujet. Pour avoir pensé que tu étais juste amère à cause du divorce. Maman a toujours dit que tu étais jaloux du succès de Raymond. Mais peut-être as-tu vu quelque chose que nous autres n'avons pas vu. Monica, ta mère essayait de te protéger. Elle n'en savait pas plus que nous tous. Mais tu n'as jamais rien dit de mal de Raymond. Même quand on le défendait, même quand Steven te traitait de bon à rien, tu l'encaissais. La voix de Monica était lourde de culpabilité. Tu es un homme meilleur que je ne le pensais. Ted ferma les yeux. Les compliments de sa fille lui firent l'effet d'un couteau dans la poitrine. Si seulement elle savait la vérité, qu'il avait orchestré tous les aspects de la chute de Raymond, que le lanceur d'alerte anonyme était Frank Wells, agissant sur la foi des preuves fournies par Ted, que toute l'enquête était le fruit de la vengeance soigneusement planifiée de Ted. Je devrais venir te voir, continua Monica. Tu ne devrais pas être seul en ce moment, surtout avec un budget aussi serré. Je m'en sors bien, dit doucement Ted. Papa, laisse-moi t'aider. Je sais que tu es fier, mais la famille devrait rester unie. Peut-être que toute cette histoire avec Raymond aidera maman à comprendre qu'elle a fait une erreur. Après avoir raccroché, Ted se tenait à sa fenêtre donnant sur la ville. À quelques pâtés de maison de là, il apercevait le bâtiment de Newman Développement où les journalistes étaient encore rassemblés. Raymond devait alors rencontrer son équipe de gestion de crise pour tenter de limiter les dégâts. Ce qu'il ignorait, c'est que Ted avait 3 autres révélations accablantes prévues la semaine suivante. Le téléphone de Ted vibra, un SMS de Bob Brigg lui parvint. L'avocat de Newman convoqua une réunion d'urgence avec tous les investisseurs du complexe. Il essaie de les empêcher de retirer leur financement, mais les associations environnementales prévoient une grande manifestation demain. De plus, Eric Sullivan, l'inspecteur, venait de prendre un avocat et envisageait un arrangement judiciaire. Tout se déroulait exactement comme Ted l'avait prévu. La beauté de sa stratégie résidait dans l'authenticité de chaque preuve. Raymond avait bel et bien commis tous les crimes dont il était accusé. Ted avait simplement veillé à ce que les preuves soient révélées de la manière la plus préjudiciable possible. L'appel suivant provenait de Lucille. « Ted, j'ai une question à te poser. » Sa voix tremblait. Toute trace de sa supériorité habituelle avait disparu. « Connaissiez-vous Raymond avant le divorce ? Je veux dire, savais-tu quel genre d'homme il était ? » Ted réfléchit attentivement à ses paroles. « Je savais qu'il était le genre d'homme à coucher avec la femme d'un autre. Cela m'en disait long sur son caractère. »« Je suis tellement désolé, » murmura Lucille. « Pour tout. Pour la liaison, pour les choses que j'ai dites sur toi. Pour avoir monté les enfants contre toi. Je pensais que Raymond était quelqu'un de stable et de prospère, mais tout cela reposait sur des mensonges. » Lucille, non. Laisse-moi finir. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je me suis trompé sur toi, sur nous, sur ce que je pensais vouloir. Elle pleurait maintenant. Les avocats de Raymond disent qu'il risque la prison. La maison est hypothéquée pour payer sa défense. Je vais tout perdre. Ted ne ressentait aucune satisfaction dans ses larmes. La vengeance qu'il recherchait ne concernait pas la souffrance de Lucille. C'était une question de justice, de s'assurer que ceux qui l'avaient trahi subissent les conséquences de leurs actes. « Que vas-tu faire ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, retourner travailler, je suppose. Essayer de reconstruire. Les enfants parlent de revenir vivre avec moi pour m'aider à payer les dépenses. » Elle rit amèrement. Ironique, non ? Après toutes ces années où ils ont pensé que tu étais un raté, maintenant ils doivent s'occuper de leur mère. Ils t'aiment, Lucille. Quelles que soient tes erreurs,
il t'aime. Me détestes-tu, Ted? Pour ce que j'ai fait à notre famille. Ted resta silencieux un long moment. Non, je ne te déteste pas, mais je ne te pardonne pas non plus. Je comprends. Sa voix était à peine audible. Je le mérite. Une fois l'appel terminé, Ted ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un email à son avocat. Il était temps de passer à la 4e phase de son plan, la révélation de sa véritable situation financière. Demain, il entamerait le processus de reconquête légitime de son identité publique d'homme d'affaires prospère. Son rôle d'ex-mari effrayé et brisé avait fait son effet. Mais d'abord, il avait un dernier coup de fil à passer. Frank Wells répondit à la 2e sonnerie. Ted, as-tu regardé les informations? Je l'ai fait. Félicitations, Frank. Tu as bien fait. Je suis encore en train de digérer tout ça. Quand cet avocat m'a appelé pour me dire qu'il voulait me rencontrer, j'ai failli raccrocher. Mais quand j'ai vu toutes les preuves que tu avais rassemblées, j'ai su que je devais agir. Tu vas être le témoin principal dans la plus grande affaire de fraude à la construction que cette ville ait jamais connue. Ça demande du courage. Du courage? Je suis terrifié. Les gens de Newman m'appellent, me proposent de l'argent, me menacent. Mon avocat dit que j'ai besoin d'une protection policière. Tu t'en sortiras, Frank. Le FBI est impliqué maintenant. Et ils prennent l'intimidation des témoins très au sérieux. Je pense sans cesse à toutes ces familles qui vivent dans des immeubles aux matériaux de mauvaise qualité. Et s'il y a un tremblement de terre? Et s'il y a un incendie et que les systèmes de sécurité tombent en panne? La voix de Frank était lourde de responsabilité. J'aurais dû parler il y a des années. Tu parles maintenant. C'est l'essentiel. Après avoir raccroché, Ted se resservit un verre de Macallan et retourna à la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient devant lui comme une constellation de vie et de rêve. Quelque part, Raymond Newman découvrait ce que c'était que de voir son monde s'effondrer en temps réel. Ailleurs, Lucille affrontait la réalité de ses choix. Ses enfants remettaient en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur père. Ted en avait un. Raymond allait être poursuivi en justice, ruiné et humilié publiquement. Lucille passerait des années à reconstruire une vie fondée sur un travail honnête plutôt que sur des relations manipulées. Les fonctionnaires municipaux corrompus seraient démasqués et poursuivis. Mais la victoire semblait différente de ce que Ted avait imaginé. Plus froide, plus creuse. Son téléphone vibra, un autre SMS. Celui de Steven. Papa, j'ai vu les informations concernant Raymond. Je te dois des excuses. On peut parler? Ted fixa le message un long moment avant de répondre. Reviens demain soir. On a beaucoup de choses à se dire. La phase finale de son plan allait commencer. Ses enfants méritent de connaître la vérité sur l'identité de leur père. Tout, y compris les passages qui les horrifieraient. Chapitre 6. La vérité dévoilée. Stephen Graham se tenait devant l'immeuble de son père à Riverside Heights, les mains enfoncées dans les poches de sa veste pour se protéger du froid d'octobre. À 20 ans, il avait hérité de la silhouette élancée et de l'esprit analytique de son père, mais les 2 années précédentes avaient durci ses traits avec un cynisme prématuré. Il était venu s'excuser, mais admettre qu'il s'était trompé à son sujet lui semblait comme avaler du verre. Ted ouvrit la porte, vêtu des mêmes vêtements usés et avec la même expression lasse que Steven s'était habitué à voir. Le modeste appartement ressemblait exactement à ce qu'il attendait. Des meubles d'occasion, une petite télévision, l'apparat d'un homme qui s'en sort à peine. Merci d'être venu, dit Ted en s'écartant pour le laisser entrer. Monica m'a dit que je devrais te parler de Raymond, de tout. Steven n'arrivait pas à soutenir le regard de son père. Je suppose que je te dois des excuses. Assieds-toi, Steven. Il faut qu'on discute. Ils s'installèrent dans le petit salon. Un silence gêné s'installa entre eux. Steven avait répété ce moment pendant le trajet en bus. Mais maintenant qu'il était là, les mots lui semblaient inadéquats. J'avais tort à ton sujet, dit finalement Steven. Je t'ai traité de bon à rien, je t'ai dit que Raymond était plus viril que toi. Je pensais que tu étais juste amer et jaloux, mais tu as vu ce qu'il était vraiment alors que nous étions tous aveugles. Ted observa le visage de son fils. Sur quoi penses-tu avoir tort exactement? Sur le fait de te croire faible. Sur le fait d'avoir cru maman quand elle disait que tu ne pouvais pas subvenir aux besoins de notre famille.
La voix de Steven s'éleva tandis qu'il continuait. Tu n'as jamais riposté quand on te critiquait. Tu ne t'es jamais défendu. Je pensais que ça te rendait pathétique, mais peut-être que ça te rendait juste digne. Et si je te disais que tout ce que tu croyais à mon sujet n'était qu'un mensonge soigneusement construit? Steven fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Ted se leva et alla à la fenêtre. Steven, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. L'homme que tu fréquentes depuis 2 ans, l'ex-mari en difficulté qui vit dans un studio, cette personne n'existe pas papa, je ne comprends pas. L'appartement où nous sommes est loué sous un faux nom. Je n'y ai jamais passé une seule nuit. Je le garde pour les apparences. Ted se retourna pour faire face à son fils, comme j'ai toujours gardé cette identité. La confusion de Steven laissait place à une sorte d'inquiétude. De quoi parles-tu? Ted se dirigea vers une étagère et en sortit ce qui semblait être un vieux roman de poche. Il l'ouvrit pour révéler un compartiment secret contenant une carte magnétique et un jeu de clés de voiture. Ma vraie maison est un appartement en attique à 20 minutes d'ici. J'en suis propriétaire en pleine propriété, avec plusieurs autres. L'entreprise de conseil que ta mère pensait avoir prise lors d'un divorce. Je l'ai vendue 47 millions de dollars avant même que nous ayons déposé les papiers. Steven le regarda, stupéfait. C'est impossible. Je valais plus de 50 millions de dollars depuis avant même que ta mère ne commence sa liaison. La difficulté à trouver une routine professionnelle, les trajets en bus, le style de vie modeste, tout cela n'était qu'une performance artistique destinée à faire croire à tout le monde que j'avais tout perdu dans le divorce. Mais pourquoi? Pourquoi prétendre être pauvre? L'expression de Ted se glaça. Parce que je voulais que Raymond et ta mère se sentent rassurés par leur victoire avant que je ne les détruise. Les mots flottaient dans l'air comme une présence physique. Steven sentit sa vision du monde s'effondrer à mesure que les implications s'imposaient. Les preuves contre Raymond, murmura Steven. Le rapport de dénonciation, les violations de sécurité, tout cela réel, tout cela documenté grâce à la surveillance et à l'enquête que j'ai financée. Raymond Newman est un criminel et il va en prison parce que j'ai veillé à ce que ses crimes soient révélés. Steven se leva d'un bond. Tu as orchestré tout ça. L'enquête, les arrestations, la destruction de son entreprise, chaque parcelle. Mais maman, elle a tout perdu. La maison, sa sécurité, sa réputation. Elle a fait ses choix, Steven. Elle a choisi d'avoir une liaison. Elle a choisi de vous monter, toi et Monica, contre moi. Elle avait choisi de construire sa nouvelle vie sur les fondations de l'entreprise criminelle de quelqu'un d'autre. Steven reculait vers la porte, le visage blême d'horreur. Quel genre d'homme fait une chose pareille? Quel genre de père ruine la vie de ses enfants par vengeance? Le genre de père qui ne pardonne pas la trahison. La voix de Ted restait parfaitement calme. Le genre de père qui comprend que les actes ont des conséquences. Nous sommes tes enfants. Tu as cessé d'être mes enfants au moment où tu as choisi son camp plutôt que le mien. Au moment où tu m'as traité de bon à rien et que tu as emménagé avec l'homme qui a détruit notre famille. La main de Steven était sur la poignée de la porte. C'est de la folie. Tu es folle. Je suis méthodique. Il y a une différence. Je dois le dire à Monica. Je dois le dire à maman. Vas-y, dit Ted avec un léger sourire. Dis-leur que l'ex-mari faible et pathétique qu'ils plaignent est en fait assez riche pour acheter et revendre leur nouvelle famille 10 fois. Dis-leur que chacun de leurs gestes depuis 2 ans correspond exactement à mes attentes. Steven ouvrit la porte, puis s'arrêta. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi tout révéler maintenant? Parce que la destruction de Raymond est totale, et je veux que vous compreniez tous à quel point vous m'avez mal jugé. Je veux que vous passiez le reste de votre vie à savoir que lorsque vous avez pu soutenir votre père, vous avez choisi ses ennemis. Nous ne savions pas. Tu ne voulais pas savoir. Tu as trouvé plus facile de croire que j'étais un échec que de remettre en question la version des faits de ta mère. Steven resta un moment sur le seuil, regardant son père comme s'il le voyait pour la première fois. Je ne sais pas qui tu es. Je suis le même homme que j'ai toujours été, Steven. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder sous la surface. Après le départ de Steven, Ted retourna à sa fenêtre. Son téléphone sonnait déjà. Probablement Steven appelant Monica, déclenchant la réaction en chaîne qui allait répandre la vérité dans sa famille comme une traînée de poudre. D'ici demain, tout le monde saurait que Ted Graham n'était pas l'homme qu'il croyait. Sa vengeance était consommée,
mais elle avait eu un prix qu'il commençait seulement à comprendre. Il avait gagné la guerre, mais il avait sacrifié tout espoir de réconciliation avec ses enfants. Il ne lui pardonnerait jamais la tromperie, la manipulation, le calcul froid qui avait détruit leur beau-père et ruiné leur mère. Ted leva son verre de Macallan pour porter un toast silencieux à son appartement vide. Il était devenu exactement ce qu'on l'avait toujours accusé d'être, un homme seul, entouré des ruines de relations irréparables. La différence, c'est que maintenant, il n'y prêtait plus attention. Chapitre 7, le jugement dernier. La réunion de famille d'urgence était convoquée pour dimanche soir à l'appartement de Monica. Elle vivait dans un ancien entrepôt du quartier des Arts, le genre d'espace branché que les jeunes professionnels bien placés pouvaient s'offrir. En approchant de l'immeuble, Ted aperçut la lumière chaude des fenêtres et les silhouettes des gens qui circulaient à l'intérieur. Il avait décidé de venir en personne pour la première fois depuis 2 ans. Le costume sur mesure était gris anthracite, sobre mais incontestablement cher. Les chaussures étaient en cuir italien. La montre, une autre PC Philippe, légèrement moins ostentatoire que la Grand Master Chim, s'illumina lorsqu'il appuya sur la sonnette. Lorsque la voix de Monica résonna dans l'interphone, elle ne reconnut pas l'homme qui se tenait à sa porte. « Je suis désolé. Je crois que vous vous êtes trompé d'appartement, dit-elle. C'est moi, Monica. C'est votre père. » Le long silence qui suivit révéla à Ted tout ce qu'il avait besoin de savoir sur les appels téléphoniques de Steven. La porte s'ouvrit avec un bourdonnement. Monica attendait dans le couloir lorsque l'ascenseur s'ouvrit, le visage mêlant confusion et une pointe de peur. Ted avait toujours été fier de sa fille aînée. Elle avait hérité de la sensibilité artistique de sa mère, mais la tempérait par son intelligence pratique. Elle travaillait comme graphiste pour une association à but non lucratif et avait bâti sa vie sur l'accomplissement authentique plutôt que sur la manipulation. « Papa » murmura-t-elle, « bonjour, Monica. » Elle le fixa un long moment, observant les vêtements coûteux, la posture assurée, les signes subtils mais indéniables de richesse. Steven dit, « Il m'a raconté des choses, mais je ne croyais pas que ton père n'était pas celui que tu croyais. » C'est vrai. Monica s'écarta pour le laisser entrer. Lucille était assise sur le canapé. Le visage baigné de larmes. Elle paraissait plus âgée que ses 52 ans, épuisée par le stress de l'arrestation de Raymond et la débâcle financière qui avait suivi. Steven se tenait près des fenêtres, les bras croisés, la colère irradiant de chaque ligne de son corps. « Enfin, dit Lucille. Je suppose que les retrouvailles familiales sont terminées. » Ted examina la pièce. Son ex-femme et ses enfants réunis, en pleine crise, unis par leur sentiment commun de trahison. C'était presque poétique. Steven nous l'a dit. Dit Monica en fermant la porte derrière lui. À propos de l'argent, de l'appartement, de tout. Pas tout, corrigea Ted. Juste les parties qu'il comprenait. Explique-nous donc, exigea Monica. Explique-nous comment le père que nous pensions connaître pouvait systématiquement détruire la vie des gens par vengeance. Ted s'installa au centre de la pièce, sa présence rétrécissant l'espace. Que voudrais-tu savoir? Comment j'ai découvert la liaison de ta mère 3 ans avant qu'elle ne demande le divorce? Comment j'ai écouté des enregistrements où elle et Raymond riaient de mes prétendues faiblesses? Comment je vous ai vu choisir son camp sans jamais me demander ma version des faits? Nous protégions maman, dit Steven sur la défensive. De quoi? Des conséquences de ses propres choix. Lucille leva les yeux vers lui, les yeux rouges. Ted, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais c'est ce que tu as fait à Raymond, à notre famille. Ce n'est pas de la justice. C'est de la cruauté. La justice aurait été que tu sois honnête au sujet de ta liaison au lieu de me faire passer pour un idiot pendant 3 ans. La justice aurait été que mes enfants posent des questions au lieu de me croire automatiquement le méchant. La voix de Ted resta calme, mais ses mots étaient tranchants comme des rasoirs. Tu as eu des conséquences. Monica s'est interposée. Papa, Raymond va en prison. Maman a perdu sa maison. Les élèves de mon école racontent que leurs parents craignent que leurs appartements ne soient pas sûrs à cause des immeubles que Raymond a construits. Tu as blessé des innocents. J'ai démasqué un criminel qui mettait des vies en danger pour le profit. Ces immeubles auraient fini par s'effondrer. Tremblement de terre, incendie, défaillance structurelle. J'ai potentiellement sauvé des centaines de personnes de blessures ou de la mort en manipulant et en détruisant notre famille. Ta famille a été détruite dès que ta mère a décidé d'avoir une liaison.
Tout ce qui s'est passé depuis n'est qu'une suite logique de choix faits sans mon intervention. Steven s'éloigna de la fenêtre, les poings serrés. Tu es un sociopathe. Les gens normaux ne planifient pas de vengeance élaborée qui prennent des années à exécuter. Les gens normaux ne laissent pas leurs femmes les tromper avec des criminels pendant que leurs enfants les traitent d'échecs. Le sang-froid de Ted finit par se fissurer légèrement, une colère sincère perçant. Les gens normaux ne passent pas 2 ans à écouter leur propre famille les plaindre, tout en sachant secrètement qu'ils pourraient acheter les problèmes de tout le monde avec de la monnaie de poche. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait, demanda Monica, les larmes aux yeux. Si tu nous aimais vraiment, pourquoi n'as-tu pas tout arrangé? Pourquoi ne nous as-tu pas aidés? Parce que tu ne m'as jamais demandé mon aide. Tu as demandé ma complaisance, mon acceptation de ta version des faits, ma disparition silencieuse de vos vies. Tu as obtenu exactement ce que tu demandais. Lucille se leva lentement, les mouvements tremblants. J'appelle la police. Ce que vous avez fait, la surveillance, la manipulation, la destruction de preuves, certaines sont forcément illégales. Ted sourit froidement. Vas-y, explique-leur comment ton ex-mari a rassemblé des preuves de crimes réels et les a transmises aux autorités compétentes. Explique-leur comment il a utilisé son propre argent pour financer des enquêtes légitimes. Explique-leur comment chaque élément de preuve contre Raymond Newman a été collecté légalement et présenté par les voies appropriées. Tu nous observes depuis 2 ans. Je me suis protégé d'une femme qui avait déjà démontré sa propension au mensonge et à la manipulation pour son propre profit. Compte tenu de ton passé, une surveillance semblait prudente. Monica s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Je ne comprends pas comment tu es devenu comme ça. Le père, je me souviens, était gentil et doux. Il ne ferait jamais de mal à personne comme ça. Le père, tu t'en souviens, était faible, répondit Ted. Il croyait que l'amour, la confiance et les bonnes intentions suffisaient à maintenir une famille unie. Il a appris le contraire. Alors, tu as décidé de devenir un monstre. J'ai décidé de devenir quelqu'un qui ne pourrait plus être trahi. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception des pleurs discrets de Lucille. Dehors, la ville poursuivait son rythme, inconsciente de la famille en train de se détruire. 20 étages au-dessus des rues. Finalement, Steven prit la parole. Que veux-tu de nous maintenant? Pourquoi tout révéler? Pourquoi ne pas simplement disparaître et nous laisser reconstruire nos vies? Ted réfléchit sérieusement à la question. Parce que je voulais que tu comprennes le prix de tes choix. Je voulais que vous sachiez que lorsque vous avez eu l'occasion de soutenir votre père, vous avez préféré choisir ses ennemis. Je voulais que vous passiez le reste de votre vie à savoir exactement à quel point vous aviez tort sur tout. Et maintenant que nous le savons, demanda Monica, maintenant, vous vivez avec, tout comme j'ai vécu avec votre trahison. Ted se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je n'aurais jamais voulu que ça se termine ainsi. Je vous ai donné à tous de multiples occasions de remettre en question le récit qu'on vous avait fait croire. De demander ma version des faits, de vous demander si l'homme que vous connaissiez depuis des décennies n'était pas soudain devenu l'échec qu'on vous avait décrit. Nous étions des enfants essayant de comprendre le divorce de nos parents, dit Monica avec désespoir. Vous étiez des adultes qui ont choisi la simplicité plutôt que la vérité compliquée. Alors que Ted tendait la main vers la poignée de la porte, Lucille s'écria une dernière fois. Ted, attends. Y a-t-il une part de toi qui puisse nous pardonner? Une chance pour notre famille de trouver une issue? Ted marqua une pause, la main sur la porte. Non, Lucille. Il n'y en a pas, certaines choses ne se pardonnent pas. Certaines trahisons sont permanentes. Il ouvrit la porte et s'engagea dans le couloir, laissant derrière lui les restes brisés d'une famille qui ne l'avait jamais vraiment compris. La descente en ascenseur lui parut comme une descente vers la liberté. Chapitre 8. Le prix de la victoire. 6 mois après la révélation, Ted se tenait au tribunal fédéral et regardait Raymond Newman recevoir sa peine. 15 ans pour fraude dans le bâtiment, corruption et complot. Le juge s'était montré particulièrement sévère, soulignant que les crimes de Raymond avaient mis en danger des centaines de familles et miné la confiance du public dans les normes de sécurité du bâtiment. Raymond paraissait plus petit que dans ses souvenirs. Ses costumes coûteux et son air assuré avaient été remplacés par une combinaison orange et le regard vide d'un homme qui avait tout perdu. Lorsque leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la salle d'audience, Raymond murmura un seul mot, « Pourquoi ?» Ted ne répondit pas. La question elle-même révélait à quel point Raymond comprenait peu les conséquences.
Frank Wells était assis dans la tribune, son rôle de lanceur d'alerte clé l'ayant transformé d'ouvrier du bâtiment au chômage en témoin fédéral doté d'une nouvelle identité et d'une récompense substantielle du programme gouvernemental de dénonciation. Il fit un signe de tête à tête tandis qu'il quittait la salle d'audience. Un geste de reconnaissance entre deux hommes qui avaient rendu justice à un système corrompu. Devant le palais de justice, des journalistes attendaient avec leurs caméras et leurs micros. Ted passa devant eux sans faire de commentaires, mais il entendait les questions hurler. « Monsieur Newman, avez-vous quelque chose à dire aux familles touchées par les crimes de votre mari ?» La question s'adressait à Lucille, qui avait assisté à l'audience de condamnation malgré leur divorce. Ted ne se retourna pas pour voir sa réponse. Son téléphone vibra, un SMS de Bob Brigg lui ayant été envoyé. Les biens de Newman avaient été entièrement liquidés pour l'indemnisation des victimes. Les poursuites civiles étaient réglées. Votre implication reste totalement scellée dans tous les documents judiciaires. Les victoires juridiques étaient complètes, mais Ted n'en tirait guère de satisfaction. Raymond allait en prison. Les fonctionnaires municipaux corrompus avaient été poursuivis et l'entreprise de construction avait été dissoute, ses actifs étant utilisés pour indemniser les familles vivant dans des bâtiments insalubres. Justice avait été rendue par tous les moyens objectifs, mais le coût personnel avait été plus élevé que Ted ne l'avait anticipé. Monica avait déménagé à Portland 3 mois auparavant, acceptant un emploi dans une association environnementale. Elle lui avait envoyé une lettre expliquant qu'elle avait besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé. De l'espace pour comprendre qui elle était par rapport à un père qu'elle avait l'impression de n'avoir jamais vraiment connu. La lettre était polie, mais définitive. Elle ne coupait pas complètement contact, mais elle n'était pas non plus prête à une relation. Steven avait été plus direct. Il avait envoyé un simple SMS. « Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, mais je ne peux pas te pardonner comment tu l'as fait. Ne me recontactez plus. » Lucille était retournée vivre chez sa sœur dans l'Ohio, où elle reconstruisait peu à peu sa vie de décoratrice d'intérieur indépendante. Elle avait envoyé un dernier message à Ted par l'intermédiaire de leur avocat commun, lui proposant de rembourser l'argent de leur divorce. Ted avait décliné. Elle avait gagné cet argent grâce à 15 années de mariage, et sa trahison n'avait pas effacé cette réalité. L'isolement était devenu la nouvelle norme pour Ted. Il avait cessé d'entretenir une façade de pauvreté, s'installant ouvertement dans son appartement en attique et reprenant son rôle d'homme d'affaires légitime. Mais les relations qui auraient pu donner un sens à sa réussite avaient disparu. Coupé par des choix irréversibles, le bureau en attique de Ted surplombait le port. Ses baies vitrées offraient une vue qui coûtait plus cher par mois que le salaire annuel de la plupart des gens. Il passait ses journées à gérer des investissements, à développer de nouvelles technologies et à bâtir un empire commercial qui lui survivrait des décennies. Mais le travail lui semblait désormais mécanique, une façon d'occuper le temps plutôt qu'une source de motivation. L'interphone s'est mis à sonner. « Monsieur Graham, il y a une jeune femme ici. » « À bientôt. » Elle dit que c'est votre fille. Le cœur de Ted a fait un bond. « Faites-la monter. » Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ce n'était pas Monica, ni même quelqu'un qu'il reconnaissait. La femme avait une vingtaine d'années, les cheveux noirs et le regard intelligent qui lui rappelait quelqu'un qu'il avait du mal à identifier. « Monsieur Graham, je suis Sarah Newman, la fille de Raymond issue de son premier mariage. » Ted observa son visage. Il y vit des traces des traits de Raymond adoucis par la jeunesse et ce qui semblait être une intégrité sincère. « Que puis-je faire pour vous, Sarah ? Je voulais vous remercier. » Ces mots étaient si inattendus que Ted faillit rire. « Merci d'avoir arrêté mon père avant qu'il ne fasse plus de mal à d'autres personnes. Je connaissais ses pratiques commerciales depuis des années, mais j'avais trop peur de parler. Je dépendais financièrement de lui, et je me disais que j'avais peut-être tort. Les manquements à la sécurité n'étaient peut-être pas aussi graves qu'ils le semblaient. » Sarah entra dans le bureau, la posture droite, mais ses mains trahissaient une nervosité intense. Lorsque la nouvelle de l'enquête éclata, je me sentis à la fois coupable et soulagé. Coupable parce que j'aurais dû agir plus tôt. Soulagé parce que quelqu'un avait enfin eu le courage de faire ce que je n'avais pas pu faire. Vous étiez sa fille. La situation était plus compliquée pour toi. Vraiment ? Ou est-ce que je cherchais juste à me sentir bien ? Sarah secoua la tête. J'ai lu des articles sur l'affaire des familles qui vivaient dans des immeubles dangereux. Certaines avaient des enfants. Et s'il y avait eu un tremblement de terre ? Et si l'un de ces immeubles s'était effondré ? Ted lui fit signe de s'asseoir. Que vas-tu faire maintenant ?
Je termine mes études d'ingénieur en structure. Je veux m'assurer que les bâtiments soient construits correctement et en toute sécurité. Je veux faire partie de la solution plutôt que du problème. C'est admirable. Sarah resta silencieuse un instant, puis le regarda droit dans les yeux. Je voulais aussi m'excuser pour ce que mon père a fait à ta famille. La liaison, la manipulation, la façon dont il a monté tes enfants contre toi. Je sais tout. Tu n'es pas responsable des actes de ton père. Peut-être pas, mais j'en ai bénéficié. L'argent qu'il a dépensé pour mes études, l'appartement qu'il m'a aidé à payer, les stages qu'il a organisés grâce à ses relations d'affaires, tout cela était bâti sur des activités illégales et la destruction de ton mariage. Ted étudia son visage, ignorant la froideur calculatrice de Raymond. Que attends-tu de moi de tes excuses? Rien. Il fallait juste que je le dise. Sarah se leva pour partir, puis marqua une pause. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es un homme bien, poussé à bout par des gens qui te sous-estimaient. Mais je pense aussi que tu as payé ta vengeance un prix qui pourrait être plus élevé que ce que tu as gagné. Après son départ, Ted retourna à sa fenêtre, surplombant le port. Les paroles de Sarah Newman résonnèrent dans son esprit, un prix plus élevé que ce que tu as gagné. C'était une affirmation que Ted avait évitée, mais elle semblait indéniablement vraie. Il avait complètement détruit Raymond Newman. Il avait dénoncé la corruption et potentiellement sauvé des vies. Il avait prouvé que le sous-estimer était une erreur lourde de conséquences. Mais il avait aussi perdu ses enfants, peut-être à jamais. Il avait passé 2 ans à vivre dans le mensonge, devenant quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Il avait choisi la vengeance plutôt que la réconciliation, la justice plutôt que la miséricorde, la victoire plutôt que la guérison. Les lumières de la ville se mirent à scintiller dans le crépuscule. Chacune représentait une vie, une famille, une histoire de connexion, d'amour et de perte. Ted Graham se tenait seul parmi eux, riche au-delà de toute mesure et plus pauvre que jamais. Chapitre 9. Le dernier geste. 2 ans plus tard, Ted Graham était assis dans son bureau privé, examinant les derniers rapports trimestriels de Graham Industries, le conglomérat technologique qu'il avait bâti à partir des sociétés écrans qui avaient dissimulé sa fortune pendant le divorce. L'entreprise avait connu une croissance exponentielle, développant des solutions innovantes dans tous les domaines, de la cybersécurité aux matériaux de construction durable. L'ironie ne lui échappait pas, son entreprise était désormais leader du secteur grâce au même protocole de sécurité de la construction qui avait servi à détruire Raymond Newman. Un coup frappé à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Son assistante entra avec une expression familière de confusion. « Monsieur Graham, un monsieur est ici pour vous voir. Il dit qu'il est votre fils. » Mais sa voix s'éteignit, visiblement incertaine. Stephen Graham avait considérablement changé depuis leur dernière rencontre, il y a 2 ans. Le jeune homme en colère avait été remplacé par quelqu'un de plus âgé, plus sérieux, doté d'une assurance vieillie par l'expérience. Il portait un costume simple mais bien coupé et se tenait avec une dignité qui rappelait à Ted son propre père. « Stephen, papa. » Il se regardait de l'autre côté du bureau. 2 hommes séparés par plus que la simple distance physique. Finalement, Stephen se rapprocha, son regard s'imprégnant du luxe discret du bureau, de la vue sur le port, des subtiles démonstrations de richesse et de pouvoir. « J'ai suivi votre entreprise, dit Stephen. Graham Industries, les innovations en matière de sécurité du bâtiment, les programmes de protection des lanceurs d'alerte que vous avez financés, les bourses d'études pour les enfants de familles touchées par des bâtiments dangereux. De bons investissements, répondit prudemment Ted. Sont cela ou est-ce votre tentative d'expiation? Ted fit signe à Stephen de s'asseoir, mais son fils resta debout. Je suis venu te dire quelque chose, continua Stephen. À propos de Monica, de maman, de ce qui est arrivé à notre famille depuis que tout a été révélé. Je t'écoute. Monica se porte bien à Portland. Elle s'est construit une belle vie, mais elle pense à toi tous les jours. Elle garde des articles sur Graham Industries dans un dossier sur son bureau. Elle est fière de ce que vous avez accompli, mais elle a peur de tendre la main parce qu'elle ne sait pas si vous voudriez avoir de ses nouvelles. Ted sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Et ta mère? Maman est remariée. Un directeur du secondaire en Ohio. Bon homme, travail honnête, rien de tel que Raymond. Elle est heureuse ou aussi heureuse que quelqu'un puisse l'être après ce qu'elle a traversé. Stephen s'arrêta. Elle parle de toi parfois.
À propos de l'homme dont elle est tombée amoureuse avant que tout ne tourne mal. Steven, pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai compris quelque chose à propos de toi, papa. Quelque chose qu'il m'a fallu 2 ans pour comprendre. Steven s'est déplacé vers la fenêtre, regardant le port où les cargos se déplaçaient lentement vers l'horizon. Vous avez détruit Raymond Newman parce qu'il était un criminel qui mettait une vie en danger. Mais vous avez détruit notre famille parce que nous vous blessons et que vous vouliez que nous comprenions ce que cela ressemblait. C'est une façon de le regarder. Est-ce exact? Ted a sérieusement considéré la question. Cela fait partie de la vérité. Quelle est l'autre partie? L'autre partie est que je suis devenu tellement concentré sur le fait d'être fort que j'ai oublié comment être vulnérable. Je suis devenu tellement déterminé à ne plus jamais être trahi que j'ai rendu inévitable la trahison. Steven se retourna pour lui faire face. Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Si vous pouviez revenir en arrière et faire les choses différemment, sachant ce que vous savez maintenant sur le coup, le feriez-vous? Ted s'était posé la même question des centaines de fois au cours des 2 dernières années. La réponse avait évolué alors qu'il avait vu son entreprise se développer, car il avait vu l'impact de ses initiatives de sécurité en construction, alors qu'il avait ressenti le poids de son isolement. J'aurais toujours exposé les crimes de Raymond, a déclaré Ted. La vie des gens était en jeu, et ils devaient être arrêtés. Mais je l'aurais fait différemment. J'aurais essayé de séparer la justice de la vengeance. Et nous, votre famille, je vous aurais fait confiance avec la vérité depuis le début. Croyez-vous ou non? Steven s'arrêta. Mais aussi que votre réponse a été disproportionnée avec le crime. Cette vengeance n'est pas la même chose que la justice. Que détruire les gens, même les gens qui vous ont fait du tort, ne